Bon, Seb, on y va? Pardon. Bon, du coup, ouais, petite session atelier, reprise à la barre, donc entreprise en difficulté. On a souvent cette image un petit peu peut-être faussée de la difficulté, justement, enfin, les entreprises qui vont à la casse, des conflits sociaux, et en même temps, on a des histoires, on connaît tous des entrepreneurs, et notamment Bernard Tapie, qui ont réaliser des bonnes opérations sur des entreprises donc qui étaient en difficulté. Et en qualité de repreneur, on se pose forcément la question, est-ce que c'est un domaine d'activité vers lequel on doit se tourner? Est-ce qu'on doit reprendre plutôt des entreprises in bonis? Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Cédric Dubuc, donc du cabinet Bozo Dubuc, avec lequel je travaille aussi en parallèle sur moi mes activités. Donc Cédric qui est un expert dans le domaine, qui a publié voilà, de nombreux sujets, à de nombreuses reprises sur les entreprises en difficulté. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de l'inviter pour qu'il puisse nous partager un peu son expérience, de comment ça se passe, de quelles opportunités on pourrait éventuellement saisir, nous, en tant que repreneurs. Donc, merci beaucoup à toi, avec plaisir. Merci Jean, je suis très content d'être avec toi, ce petit cénacle de gens agréables, sympathiques, passionnés. Bon, ouais, très heureux. Donc voilà, on a plutôt un profil de repreneur qui s'intéresse à des activités in bonis, à des reprises in bonis. On a quelques personnes, tu as eu l'occasion d'échanger aussi, qui ont participé à des opérations aussi de reprise de sociétés en difficulté. Mais, euh, mais du coup, ouais, peut-être pour commencer, quand on parle d'entreprise en difficulté, de reprise à la barre, qu'est-ce que toi tu vois? Plutôt des problèmes, une opportunité? Comment l'entrepreneur peut se positionner? Alors, d'abord, en deux mots, d'abord, nous, au sein des cabinets, on fait du conseil, du contentieux et de la fiscalité. Dans la partie contentieuse, moi, c'est moi qui pilote ce sujet, on a absorbé, entre guillemets, le département entreprise en difficulté, parce c'est souvent des sujets qu'on va appeler transactionnels. La reprise à la barre, elle suppose une expertise en reprise d'activité traditionnelle, donc de bons audits, un bon diagnostic, heu, la gestion du besoin en fonds de roulement lorsqu'on rachète une entreprise qui est sous-performante, qui est un des sujets majeurs, sauf quand on passe par l'acquisition des titres. Lorsqu'on achète finalement une entreprise qui a été un peu dégradée, mécaniquement, il faut la relancer. Donc le prix de cession est souvent très avantageux, ça répond à une partie de ta question. Un des inconvénients, c'est qu'effectivement, il faut relancer la machine. Il faut avoir un bon diagnostic, opérationnel et stratégique sur les causes finalement qui ont conduit l'entreprise à des difficultés. Soit elles sont conjoncturelles, soit elles sont un peu plus, finalement, contextuelles en fonction de l'entreprise. Donc ça, il faut un bon diagnostic. Si vous avez un bon diagnostic, que vous êtes intelligent, travailleur, vous acceptez de mettre les mains dans le cambouis, de prendre des risques, à hauteur de la mise de fonds et du besoin en fonds de roulement, et que vous êtes bien outillé en termes de conseils, en fonction des tribunaux, des actifs, des organes de la procédure qu'ils rendent, pour avoir des informations, accessibles et certaines informations qui sont un peu moins accessibles, et que vous êtes capable de faire vos audits rapidement, c'est clairement une très belle, source d'opportunités. Aujourd'hui, donc, les entreprises sous-performantes, il y en a beaucoup, dans quasiment tous les secteurs. Ça va du restaurant jusqu'à l'ETI, en passant par le côté. On a de très grandes restructurations aujourd'hui en France qui ont été «célèbres» entre guillemets, hein. Je pense à Orpea, Atos, Casino, avec des techniques de restructuration, qui en fait sont à peu près les mêmes que celles qu'on voit aujourd'hui dans les petits dossiers. C'est simplement les parties prenantes qui évoluent. Donc voilà, ça répond à une partie de ta question. C'est-à-dire que c'est exactement le même raisonnement qu'une reprise in bonis, l'entreprise à la barre, ou l'entreprise même dans un contexte amiable. Parce que vous avez compris, quand on parle de reprise à la barre, il faut juste simplement distinguer en fait 2 choses. Un, est-ce qu'on parle d'une reprise en mandat ad hoc, en conciliation, dans un contexte amiable où le débiteur sollicite finalement des mesures préventives qui ne sont pas publiques? Soit on passe en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, où là, on est en procédure collective. L'ensemble des personnes, sont informées puisque c'est marqué sur le cabis.
Donc ça, c'est une première distinction. Est-ce qu'on parle d'un rachat amiable qui s'apparente en réalité à ce que vous réalisez, traditionnellement sur des opérations Indonésie ou est-ce qu'on passe sur une logique judiciaire? Ça, c'est une première distinction qu'il faut faire et ensuite la deuxième distinction, c'est est-ce qu'on va travailler sur les titres? Bon, on va avoir le fonds de commerce et le passif, ou est-ce qu'on va travailler sur, le fonds de commerce, enfin sur l'activité en tant que telle? En France, on a tendance à pouvoir faire les 2. Tu citais Bernard Tapie, bah, lui clairement il a eu plusieurs opérations de restructuration dans sa carrière, mais il rachetait davantage des titres quasiment à 1 € avec le passif, un outil, qui était plus ou moins dégradé et un plan ensuite, de restructuration qu'il devait supporter. Quand vous travaillez sur le fonds de commerce, enfin sur la reprise, plan de cession, bah, là vous rachetez toute ou partie des actifs. Vous faites ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire que vous choisissez les actifs, le nombre de salariés, les baux, la marque, faites une offre. Le coût de la restructuration, c'est pas vous qui le supportez, c'est la procédure collective. Le prix de cession, il revient à l'administrateur judiciaire qui, fait son affaire du désintéressement des créanciers. Donc s'il y a 1 milliard de passifs et que votre offre est mieux-disante et on y reviendra sur les critères à 50 000 €, bah, vous rachetez le fonds de commerce pour 50 000 €. Charge pour vous ensuite de pouvoir, redresser la situation, financer 2 ans en fonds de roulement, faire un audit rapide des contrats, des partenaires qui vous suivent et ensuite, vous avez un jugement qui arrête le plan de cession, qui vaut, cession, et qui ensuite est réitéré dans un second temps. On évoquera peut-être le séquençage ensuite des différentes étapes d'une entreprise à la barre, mais bon voilà, ça répond, ça amorce aussi un petit peu le débat et les questions. C'est un type de reprise qu'il faut simplement, distinguer entre in bonis, entreprise en difficulté d'une part et d'autre part, est-ce qu'on travaille sur les titres avec le passif ou est-ce qu'on travaille sur la reprise du fonds de commerce qui est un peu plus traditionnel, puisque quand on parle de plan de cession, vous ne leur achetez que les actifs, évidemment. L'exception étant ce qu'on appelle les 642-12. Je ne vais pas faire le technicien, mais c'est simplement des crédits affectés à certains biens qui, lorsqu'on rachète le fonds de commerce, on rachète les actifs et les crédits affectés Mmh. à certains contrats, comme les contrats de leasing, par exemple, qui du coup est une dette qui est l'accessoire qui suit le principal. Mais modulo cette dette affectée à certains actifs, on rachète que des actifs. Donc, voilà, c'est simplement pour, vous faire un peu le distinguo entre les 2 sous-catégories finalement d'acquisition, comme voilà. Moi, j'entends plein de choses intéressantes. Moi, j'ai la culture juridique, je pense que, c'est pas tout le monde qui est de ce cas aujourd'hui, mais ouais, on entend déjà organes, procédures, donc effectivement, il y a des interlocuteurs, Mmh. auxquels on va pouvoir s'adresser, différentes sortes d'interlocuteurs. J'ai entendu aussi une question de timing, de délai qui va être super importante aussi et notamment tu as bien mis en opposition, le fait de racheter avant d'entrer véritablement en procédure collective, où là, effectivement, on va avoir les organes qui vont intervenir et on n'aura peut-être pas le même degré de liberté, à ce stade, vis-à-vis d'une opération de reprise. Donc, ouais, peut-être est-ce que tu as ce séquençage effectivement? Donc on a la possibilité de, de discuter en direct avec un cédant, un propriétaire d'entreprise, avant qu'il soit placé en procédure collective. Donc, alors moi je pense, ça fait des opportunités qui viennent de votre réseau, mais est-ce qu'on a déjà des moyens d'identifier ce type d'entreprise ou ce potentiel de reprise avec un cédant qui s'est finalement pas déclaré publiquement, vis-à-vis des organes de la procédure et nous, comment on pourrait saisir, potentiellement cette opportunité? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Alors, évidemment, par nature, lorsque vous êtes dirigeant d'entreprise côté débiteur, nous, on défend 80 de notre activité, c'est la défense des débiteurs des entreprises. Heu, on défend que les entrepreneurs au sein du cabinet. On n'a pas de conflit d'intérêt avec les fonds, avec les assureurs, avec les banquiers. Donc nous, on défend ceux qui créent de la valeur. Ça majoritairement, c'est des débiteurs, 20 c'est des repreneurs, qui sont aussi entrepreneurs. Donc, ça globalement, ta question, c'est comment identifier, si je suis repreneur, les bonnes affaires? Heu, bon, il y a pas 36 solutions, c'est votre réseau et ensuite, c'est des informations en source relativement peu vertes
Les sources ouvertes, c'est, globalement Actify, donc c'est le site des mandataires administrateurs judiciaires qui peut parfois, heu, faire, naître des offres d'entreprises qui sont in bonis, mais qui, organisent ce qu'on appelle un pré-pack session, qui est une procédure spécifique qui permet d'organiser une mise en concurrence, ah bien, comment dire? Un processus compétitif lorsque l'entreprise est encore sous les radars et avant de passer au tribunal. On désigne finalement un mandataire ad hoc ou un conciliateur, c'est un conciliateur en l'occurrence, qui va avoir pour objectif de diffuser une offre, soit sur LinkedIn, soit par mail, soit dans les échos. Je caricature, c'est un peu ça, et qui ensuite vous permet d'accéder au dossier avec un accès à la data room, modulo la signature d'un convenant de confidentialité. Vous accédez à la data room, vous pouvez échanger avec la direction, avec les organes, avec les conseils. Là, vous prenez à ce moment-là un conseil spécialisé. C'est la base parce que c'est un domaine qui est un peu technique. Pour le coup, il y a pas de ministère, on ne s'improvise pas, moi, je conseille de prendre des conseils spécialisés et locaux. Moi, clairement, je sors pas d'Aix-en-Provence salon. Je connais mon tribunal, c'est mon terrain de jeu, c'est la seule discipline au cabinet où on est très local. Marseille, ça me gonfle. Je suis désolé, je suis filmé, mais vous comprendrez. À Paris, on peut intervenir sur des gros dossiers, mais honnêtement, on va pas être mieux-disant par rapport à un cabinet de la place qui va faire le travail et qui va avoir le portable de tous les juges, commissaires et des organes de la procédure, relation qu'on peut avoir avec Aix-en-Provence, parce que c'est une relation de confiance. Bon, pour répondre à ta question, du coup, c'est, il faut identifier les opportunités, soit par votre réseau avec des gens qui sont il y a des réseaux, spécialisés dans la restructuring, la prévention retournement à Marseille. On a des conseils, spécialisés, que ce soit, cabinet de restructuring, cabinet d'avocats d'affaires, ouais, mandataire administrateur, conseiller financier, et vous avez le site Actify, et vous avez sur LinkedIn, bah, des communications d'administrateurs qui publient: «Moi recherche, groupe d'EHPAD à vendre, in bonis», heu, voilà, et ainsi de suite sur le secteur. Vous êtes intéressé par le groupe d'EHPAD, vous signez une relation de confidentialité, vous accédez à la data room, et ensuite on évoquera finalement les différentes étapes. Il y a 4 étapes, hein. C'est très, c'est assez technique, hein. Il y a 4 étapes globalement, pour acheter une entreprise à la barre. Bon, je sais pas si tu veux qu'on aborde ces 4 Ah étapes, bah, mais allons-y. c'est assez, c'est simplement pour que vous ayez de façon assez cartésienne une très bonne idée de comment ça fonctionne. Première étape, appel d'offres. Donc l'appel d'offres, Ça, c'est soit obligatoire. Ça passe obligatoirement par un appel d'offres quand, ouais, soit ça passe systématiquement. Alors là, je suis dans ce qui va représenter 98 95 des reprises. C'est les reprises d'activité, donc des cessions de fonds de commerce d'une entreprise sous-performante, soit pré-pack cession. Ça, c'est le principe, et aujourd'hui, on a depuis peu mis en place, pour certains groupes de sociétés un peu structurés, les procédures qu'on va appeler les classes de parties affectées, qui sont des mesures qui permet des restructurations un peu plus affinées, où on va classer les créanciers par groupe, et on va à nouveau permettre la continuité de l'activité en permettant d'imposer des abandons de créances. Là aussi, c'est un peu technique, c'est très, très spécifique comme formation. On peut abonder les classes de parties affectées si vous le voulez, mais je pense que côté repreneur, c'est pas forcément votre sujet. Vous, votre sujet, c'est globalement comment on rachète une entreprise qui va mal. Et donc, vous devez comprendre les 4 étapes qui sont les 4 étapes, «inévitables» entre guillemets, si on veut réussir le processus. Première étape, appel d'offres. Donc là, vous avez un appel d'offres, soit alors l'appel d'offres, il est toujours réalisé par c'est la même personne, c'est le conciliateur en conciliation qui prend la casquette de l'administrateur judiciaire en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Et lui, il dit: «Entreprise avant, machin», il fait une publication dans les Échos, sur Actify, sur LinkedIn, il envoie ça aux 80 avocats qu'il connaît, par mail. Heu, Parfois les avocats remontent les dossiers à certaines personnes qu'ils peuvent connaître, parfois pas. Ça dépend des relations que vous avez aussi avec votre conseil. Moi, à titre personnel, je le fais pas.
parce que, je suis ce pas sauf quand je connais vraiment bien les personnes, parce que, je tous les ans, il y a 50 personnes qui m'écrivent en disant: «Moi, j'aimerais acheter une entreprise en difficulté, je suis intéressé, envoyez-moi des bons dossiers». OK, qu'est-ce que vous voulez? «Ah, je sais pas, je veux faire une bonne affaire». OK, heu et moi, je préfère tenir un discours de vérité. Moi, je vais pas passer une partie de ma semaine à rerouter les dossiers, vers les uns les autres. Après, je le dis simplement, mais voilà, mais il y a d'autres, confrères peut-être qui le feront. Mais en revanche, vous pouvez avoir les mêmes informations si vous êtes abonné sur LinkedIn, si vous mettez une notif sur Actify ou si vous allez, lire Les Échos le vendredi, c'est le jour où vous recevez le «coin des bonnes affaires» entre guillemets. Donc première étape, c'est l'appel d'offres. Si vous voulez accéder au dossier, vous écrivez l'adresse mail contact@administrateurjudiciaire, dupont.fr. «Bonjour, je suis intéressé». À ce stade-là, pas besoin d'un avocat. Nous, on peut le faire si vous voulez, c'est gratos. Heu, Ça prend du temps. Franchement, aucune plus-value du cabinet d'avocat. Vous accédez à la data room. La data room, vous savez ce que c'est? Oui, non. La data room, c'est une pièce numérique qui enferme l'ensemble des éléments qu'a bien voulu transmettre l'ancien dirigeant, de la société en difficulté. Vous avez les dossiers avec une très bonne information comptable, financière, il y a tous les baux commerciaux, il y a tous les états financiers. Oh, magnifique, fantastique. Vous pouvez faire vos petites analyses dans votre coin, vous pouvez envoyer à ChatGPT, c'est génial ou confier aux audits. Ça représente un dossier sur 10. Dans 9 dossiers sur 10, faut aller à la mine, faut aller ouvrir le capot, faut aller sur site, faut comprendre un peu les difficultés, faut voir s'il y a, 10 salariés chez 10 burn-out chez les 10 salariés. Faut voir s'il y a toujours le bail. Faut voir si le dirigeant il a envie de continuer, pas continuer, s'il peut vous accompagner, s'il est malin. Faut voir si le parc client il a été endommagé. Faut voir s'il y a du stock. Faut voir si vous avez en face un type qui est complètement à la cave. Ou faut voir si vous avez des actifs. Faut voir s'il a encore la confiance des fournisseurs. Ça, là aussi, ça, c'est votre intelligence à vous, côté repreneur. Moi, je peux pas faire grand-chose à ce niveau-là et c'est pas forcément mon métier d'identifier ces sujets, opérationnels, stratégiques, économiques. Je peux échanger, je peux vous dire: «Il a une bonne réputation, ouais, j'ai entendu parler d'eux, machin». Je peux si on pose des questions, moi je réponds, mais ça, c'est un travail qui est vraiment un travail, de mon point de vue, d'entrepreneur. Les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs, vous êtes du sérail, vous savez à peu près identifier les risques. Donc première étape, appel d'offres et en temps masqué, vous accédez aux éléments, vous faites vos audits. Alors les audits, selon le dossier, vous n'allez pas envoyer les mêmes équipes. Si c'est un gros dossier, vous allez parfois avoir l'audit juridique avec une autre équipe qui va faire l'audit fiscal. L'audit fiscal, en fait, on s'en fout un peu puisque vous rachetez techniquement que les actifs, donc il n'y a pas d'énormes sujets. L'audit social, ça peut être important. Les congés payés, pas les congés payés. Est-ce que vous les reprenez? Est-ce que vous les reprenez pas? Bon, est-ce que ça va dans l'entreprise? Qui il faut, sortir? Qui il faut recruter? Est-ce qu'il y a des personnes clés? Les contrats, est-ce que vous avez des contrats? Qui sont les fournisseurs? Je sais pas, ça, c'est les audits. Enfin, on va pas faire encore sur les audits, ça, c'est votre job. Ensuite, deuxième étape, la rédaction de l'offre de reprise. Ça, là aussi, vous pouvez faire, tout seul comme un grand, vous pouvez vous faire conseiller. Moi, je conseille de vous faire conseiller parce que là, pour le coup, l'offre de reprise, vous l'adressez à l'administrateur judiciaire. Et bah, il y a un peu de technique. Il faut bien la rédiger, il faut bien expliquer votre projet, comment vous financez. Est-ce qu'il y a du 642-12 dans votre décret bien affecté? Comment vous allez financer votre BFR? Comment vous allez payer le prix de cession? Comment vous allez assurer la poursuite de l'activité? Quel contrat on reprend? Donc là, il y a un vrai travail collaboratif à faire avec vos équipes. Équipe finance, équipe droit. Donc globalement, c'est comme ça que ça marche. Pour faire une belle offre de reprise. L'offre de reprise, elle est rédigée par une personne physique ou une personne morale. Il faut juste faire attention au fait qu'elle ne peut pas être conditionnée. Elle ne peut pas être sous condition suspensive, sinon elle est irrecevable. Stratégiquement, l'usage, c'est de faire des offres sous conditions suspensives et de lever les conditions suspensives au fur et à mesure pour ne pas être tenu personnellement d'être obligé de réitérer cette offre. Parce que ça doit être une offre ferme, non conditionnée. Donc si vous restez dans le cadre de la loi et qu'à la fin vous dites: «Ah mince, finalement, je suis plus chaud», et si vous n'avez pas mis de conditions suspensives, et ben vous êtes tenu, 641-9, de payer le prix de cession et les contrats affectés. Donc faites un peu attention, c'est-à-dire qu'il y a une prise de risque, vous pouvez faire une très bonne affaire,
Mais bon, globalement, à partir du moment où vous faites une offre, c'est une offre qui doit être ferme pour être recevable. Si vous voulez pas que votre offre soit recevable, vous faites une offre sous condition et vous levez la condition suspensive au fur et à mesure jusqu'à l'audience. Ça, c'est la deuxième étape. La plupart du temps, vous faites une offre avec activité de vous faire substituer par une nouvelle société. C'est l'usage, sauf quand vraiment vous avez une logique d'intégration totale, verticale. Mais bon, il y a quand même des risques, hein, c'est si l'entreprise est en difficulté, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Troisième étape, audience. Donc vous êtes convoqué quelques jours après à une audience auprès du tribunal, de commerce si c'est une entreprise commerciale. Tribunal judiciaire, ça c'est une entreprise, et c'est une activité réglementée ou une association et vous êtes convoqué et vous devez présenter votre offre de reprise. Là, c'est un travail collaboratif, c'est vous qui devez porter le projet et ensuite votre avocat, il finit le boulot, en gros. Moi, je suis monsieur Dupont, je suis un las des reprises, voici mon CV, cette entreprise, elle me plaît parce qu'elle a du sens, machin, j'ai envie de poursuivre l'histoire, j'ai fait un diagnostic clair, j'ai accédé aux informations, je propose un prix de cession de Y, certes, pas beaucoup, mais bon, vaut mieux ça que rien. Je reprends tel salarié, je reprends tel contrat, j'ai fait un business plan qui est clair, j'ai fait un prévisionnel qui est clair, je suis en capacité de financer le BFR parce que je suis un groupe plus costaud ou j'ai des partenaires. Heu, Ça, globalement, c'est la troisième étape. Le tribunal, il retient une offre sur 3 critères. 3 critères. Maintien de l'emploi, désintéressement des créanciers et capacité de poursuivre l'activité. Ces 3 critères très flous. Il est certain que si vous avez une entreprise qui a 1000 salariés, si vous dites: «Moi, je reprends 2 salariés et le code», bon, ça va pas être la mais par contre, je paye 200 000 €, c'est quand même beaucoup, vous vous rendez compte? Ça va pas être la même discussion que si quelqu'un reprend 850 salariés et paye 1 €. Bon, du coup, les 3 critères, ils sont appréciés à l'aune de votre proposition qui elle-même est appréciée à l'aune de la et du je dirais de la configuration que vous avez, sur site, entre les enjeux sociaux, entre le montant du passif et entre votre capacité de tenir vos engagements, de tenir votre proposition. Troisième étape. Si vous êtes bon, et vous l'êtes, eh ben, magnifique. Vous avez un jugement qui, vous considère, vous passez de podicitant, donc celui qui fait une offre, au cessionnaire. Le jugement, il vous vante. Au bout de la troisième étape, vous êtes titré par le jugement. Vous pouvez dire: «Moi, je prends possession de l'entreprise le lendemain de l'audience». Vous pouvez dire: «Je prends possession de l'entreprise dans un mois». Ça, c'est votre offre qui le dit. Et ensuite, la quatrième étape, c'est la réitération. En fait, c'est jamais que la rédaction de l'offre de reprise. C'est la rédaction par contre de l'acte de cession, mais ça a beaucoup moins d'importance que du M&A classique où en fait, avant le closing, il se passe rien et après le closing, il se passe tout. Là, vous êtes titré juridiquement à partir du jugement. C'est important. Donc voilà globalement les 4 étapes. Ça, c'est juste pour que vous compreniez le sujet. Donc en fait, c'est pas chinois, mais il faut juste, savoir voilà, ça c'est un métier aussi, quoi. Après n'hésitez pas si vous avez des questions. Mmh. Ouais, non, mais c'est super, super intéressant du coup, très synthétique sur les 4 étapes, le cheminement que le repreneur va pouvoir faire. Si on revient un peu sur la troisième, du coup, et la présentation de l'offre au tribunal, moi j'ai une question et je pense qu'elle est assez commune, c'est alors on a parlé de la mise en concurrence, qu'est-ce qui se passe si je suis tout seul? Il y a pas d'autres concurrents? Est-ce que le tribunal est obligé d'accepter et pas obligé d'accepter mon offre? Heu, ouais, est-ce que tu C'est une très bonne question. Non, juridiquement, le tribunal n'est pas obligé d'accepter une offre. Après souvent, je suis filmé donc j'espère que je vais pouvoir de pas dire trop de choses inavouables, c'est un chantage au social. Il y a 7 salariés, j'en reprends 4, je paye 10 000 €, 15 000 €, 20 000 €. Si vous voulez pas, bah, vous licenciez. Ouais. C'est comme vous voulez. Après, l'idée alors je reprends quand même, mes esprits.
L'idée, c'est de pas l'idée, c'est de pas faire des offres à 1 €. Ça gonfle tout le monde. Vous passez pour des vautours et ça agace tout le monde. En dessous de 20 000 €, le prix de cession, moi, je me considère de pas le faire. Je vous conseille de pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, 20 000 €, c'est pas tellement que c'est les sommes, vous savez, nous engage la procédure, c'est que c'est simplement symboliquement, il faut quand même se donner un petit peu les moyens de ses ambitions. Vous avez en face de vous des dirigeants, des entrepreneurs, des commerçants et faire une offre à 1 € pour des actifs, parce que vous ne connaissez pas le passif, moi je considère que c'est humiliant. Certains tribunaux le tolèrent qu'on le fasse, mais n'apprécient pas du tout. À Marseille, par exemple, ils refusent catégoriquement. Voilà. À Aix, moi j'ai déjà vu les plans de cession à 10 000 à 15 000 €. Je cherche pas à batailler sur 5 ou 10 000 €, mais bon, globalement, ne passez pas pour celui qui va, avec 1 € penser qu'il va acheter l'entreprise. Parce que du coup, là, vous allez perdre, c'est sûr. Vous allez être très mal considéré, d'ailleurs par tout le monde, en ce compris par notre propre conseil qui vous voit en vous des gens qui sont pas fiables et c'est pas forcément hyper malin parce que du coup, vous referez pas de nouvelles opérations et si vous voulez avoir un projet crédible, si vous voulez acheter des actifs tangibles, bah, si vous faites une proposition, il faut juste avoir un plancher qui est raisonnable. À nouveau, il y a pas de conditions suspensives, donc vous devez payer comptant, hein, ou vous devez au moins faire la démonstration que vous êtes capable de payer comptant. Dans tous les cas, vous ferez une bonne opération sur les actifs, quoi. L'inconnu, elle n'est pas forcément sur le fait que vous ferez une bonne affaire. Vous ferez une bonne affaire. Simplement, la question, c'est qu'est-ce que vous ferez de cet actif-là? Bon, est-ce que c'est du cône, que c'est une marque? Est-ce que vous achetez la marque Camaïeu et puis vous en faites, des vêtements? Est-ce que vous allez acheter l'endroit au bail pour développer la pizzeria? Est-ce que vous avez développé une entreprise industrielle pour en faire autre chose? Mais vous ferez une bonne affaire. Donc après ça, il faut juste pas trop exagérer. La mise en concurrence, elle se fait, la mise en concurrence, elle dépend de l'attractivité des actifs et parfois de l'appel d'offres qui est réalisé. Parfois, vous avez un appel d'offres qui est fait dans le journal des chasseurs, de Dordogne et «Ah, c'est bizarre, il y a personne, oui, il y en a un». Pourtant, il y a beaucoup de lecteurs, hein, de toute façon. Mais on est tous abonnés. Bon voilà, mais bon, modulo ces pratiques qui sont objectivement d'un autre âge et que moi je ne vois pas, enfin en tout cas dans le tribunal, la tribunal CCI, c'est pas tellement ce type de pratiques qui sont en cours. Il y a une mise en concurrence. Après aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont prêts à prendre des risques et il arrive assez souvent qu'il y ait que 1 ou 2 candidats. Donc vous avez quand même, voilà, ça arrive très, très, très souvent, y compris sur des très, très beaux actifs, heu, sur un dossier qui est prescrit, mais que je peux du coup dévoiler. Par exemple, la brasserie Les 2 Garçons, avant qu'elle brûle évidemment, heu le prix de cession c'est public, était de 600 000 €. Bon, c'était quand même une des plus belles affaires d'Aix. Il y avait 2 candidats. Bon, il y en a un qui proposait 450, l'autre 600 000 €. Donc c'est pour vous donner un petit peu, un ordre d'idée et c'était un prix qui n'est pas ridicule. C'était très faible de mon point de vue, parce qu'il y a une marque, il y a un fond, il y avait une salle extraordinaire, monument classé. Ouais, il y avait quand même 48-50 salariés, mais bon, on peut en reprendre une partie. Vous avez c'était une boutique qui faisait 4-5 millions d'euros. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut voir avec aujourd'hui des entreprises qui partent parfois à 50-60 000 €. Donc c'est pas voilà, ça dépend ce que vous achetez. Heu, là, on a battu le record, je crois, la semaine dernière à Aix sur une très belle boîte industrielle, dans l'énergie, voilà, qui devrait être cédée à environ 17 millions d'euros valeur d'actifs. Je pense que c'est le record absolu. Moi, j'ai jamais vu plus. Donc voilà, ça va de 20 000 € jusqu'à 17 millions, c'est le prix de cession et après vous avez un processus compétitif. Le but, c'est de faire une affaire et après en général, vous avez des pratiques, mais vous avez un délai pour améliorer votre offre. Ça, c'est important. Ça me fait un peu, là aussi, écho à ta question. C'est que ne donnez pas tout, tout de suite. C'est-à-dire, partez de l'idée que vous allez progresser, qu'on va vous faire monter un peu au cocotier avec, le liquidateur enfin les organes de la procédure, que donc l'administrateur et le mandataire liquidateur, hein. C'est 2 personnes qui jouent un peu en tandem, qui vont vous dire: «C'est pas assez, il faut améliorer», voilà. C'est le jeu, donc il faut prévoir à nouveau, soit une levée de vos conditions suspensives, soit une amélioration de vos conditions financières ou sociales.
C'est à quelle étape là, que ça intervient ça, l'amélioration de l'offre? À Heu, l'étape 2. alors c'est entre le moment où oui, c'est entre l'étape 2 et l'étape 3, avant l'audience, quoi. Exactement, avant l'audience, suivant un calendrier qui est défini par, les organes de la procédure. Donc vous avez souvent une date limite de dépôt des offres. Là, vous rendez votre offre avec ou sans condition suspensive et vous pouvez en général demander, ça se fait et c'est l'usage, d'avoir une date pour recevoir les offres améliorées. Heu et là, vous avez du coup, seconde date, quand le premier processus a fonctionné, ensuite vous avez souvent une réunion avec le juge commissaire qui per dans les gros dossiers, ça se passe comme ça, enfin dans des dossiers un peu importants, vous avez une réunion avec le juge commissaire préparatoire pour expliquer votre projet. Entre juste a avant l'audience. Au moment où vous remettez votre offre, s en général, après avoir amélioré votre offre, vous êtes reçu par le juge commissaire, qui est un juge, bénévole chargé de la procédure collective et vous devez dire: «Bah, moi, voilà, vous devez respecter 3 critères, le maintien social, le désintéressement des créanciers et les perspectives de l'entreprise. Moi, je vais faire en sorte d'avoir une offre qui est la mieux-disante parce que mon prix de cession, je l'évalue à 100 000 euros. Il y a 20 salariés, je vais en reprendre 12, je vais sauver 10 emplois et je suis en capacité parce que j'ai, voilà, j'ai un projet qui permet de vous rassurer sur les perspectives de l'entreprise». Au niveau des chiffres, puisqu'on était un peu sur le financement, on disait, voilà, en dessous de 20 000, c'est pas forcément cohérent et crédible. Par contre, en termes d'apport en plus, en cash, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des ratios, des critères sur lesquels on peut se baser? C'est-à-dire, en gros, j'en sais rien moi, un pourcentage du chiffre d'affaires? Parce que la boîte, elle démarre avec zéro cash, donc il faut qu'on apporte ce cash flow au démarrage. Ça dépend de votre BFR. En fait, vous pouvez alors dans des hypothèses assez rares et vous pouvez avoir un PFR négatif, des boîtes pépites, enfin moi j'en ai j'ai on a travaillé sur un dossier, assez connu qui s'appelle, la première plateforme européenne de vente de sneakers en ligne. Day one, ils gagnaient beaucoup d'argent. Bah, il y avait pas le BFR, voilà. Pour le coup, bon, c'est assez rare, hein. Mais, bon, ça dépend, du coup, ça dépend si vous êtes capable aussi d'intégrer et avec vos tuyaux, de brancher tous les de brancher tous les tuyaux d'entreprise, où les tuyaux sont un peu dispersés dans vos tuyaux pour que, day one, vous gagnez de l'argent ou vous en perdez pas trop et si vous en perdez, raisonnablement, il faut le quantifier et il faut rassurer le tribunal. Le pire, c'est de pas rassurer le tribunal en disant: «Ouais, ça va bien se passer, voilà». Ça, il faut pas. C'est ça, c'est que j'imagine qu'on dans l'offre, qu'on révise et avec la réunion préparatoire, et puis même au moment de l'audience, c'est: «OK, bon, vous rachetez 20 000, les actifs servent au maintien tant d'emplois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le plan de trésorerie, il est pas respecté? Qu'est-ce que vous quelle est la solidité de nos reins, quoi?» Est-ce qu'il faut le dire ou Oui, faut s'engager? Faut alors, vous êtes tenu l'auteur de l'offre est solidairement tenu de la société qui sera amenée à se faire substituer. Donc ça, c'est une première garantie légale. Ensuite, vous devez avoir un prévisionnel qui démontre qu'il est sérieux, ce prévisionnel, et démontre que vous avez anticipé le besoin en fonds de roulement. Ça, c'est de l'argent que vous allez dire au tribunal: «Moi, c'est de l'argent que je dispose. Si j'en dispose pas, j'ai un associé qui en dispose. Si j'en dispose pas, j'ai la banque qui me finance». En fait, vous devez juste garantir le financement du besoin en fonds de roulement. Et après, effectivement, un candidat égal, ben, si vous avez Bernard Arnault en concurrent pour acheter une boîte de retail, bah, il faut expliquer que vous avez un meilleur projet que Bernard Arnault si ça se passe mal. Mais je caricature, mais en fait, ça peut c'est juste, ça peut alors eux, ils sont pas trop sur le distress, mais bon après, mais il y a des auteurs franchement, il y a pas de règle, hein et vous avez si vous faites une très bonne impression, si vous êtes carré, que vous respectez vos engagements, que vous avez un peu de fonds propres, que vous êtes bien associé, que vous êtes bien conseillé, que vos conseils maîtrisent un petit peu, en fait, ont de la cré je vais si le conseil ont de la crédibilité. C'est pas tellement, c'est sûr que vous pouvez échanger des organes de procédure, les mandataires administrateurs et les juges, à partir du moment où vous êtes crédible, vous faites pas n'importe quoi, ils vous écoutent. Et ça s'acquiert avec le temps. Donc, l'idée, c'est pas d'aller chercher des informations parce qu'ils sont pas idiots. Ils vous disent pas: petit Cédric, entre nous soit dit, tu le meilleur, tu vas gagner». Ça arrive jamais.
même si on entretient les meilleures relations du monde. En revanche, c'est sûr qu'on peut avoir quelques informations sur, c'est souvent: «Est-ce que je suis trop bas? Est-ce que je suis vraiment trop bas?» Après, c'est un jeu de négo, un peu en off. Mais le but, c'est quand même d'avoir des conseils qui ont des bonnes relations cordiales avec les organes de la posture. Ça, pour le coup, ça fluidifie. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça fluidifie. Ouais. Non, mais on est au tribunal de commerce, donc effectivement, il y a une espèce de, comment dire, d'ambiance collégiale autour de l'entrepreneuriat et c'est un peu moins le code, judiciaire ou pas? C'est de la confiance. Il faut avoir de la confiance. Bah, il faut avoir vous qu'il faut vous inspirer confiance, avec des conseils qui inspirent confiance, avec un projet qui inspire confiance. Pour le coup, ça, c'est le sens qui prend, mais j'ai déjà vu des dossiers, parfois vous avez des conseils, entre guillemets, «dits implantés», qui se font raser parce que leur client est pas du tout, au fait et franchement, c'est pas le conseil ne transforme pas le plomb en or. Mais en revanche, c'est sûr que venir seul, j'ai eu une fois, c'est l'éléphant blanc, un type venir seul, excellent, sans doute qu'il avait suivi les formations TD, et il est venu, il a emporté, c'était impeccable. Il connaissait le sujet, il connaissait le droit, il avait été un peu formé, il avait été briefé, et c'est ce s'exprimait très bien à l'oral. Donc honnêtement, les conseils ne sont pas indispensables si vous voulez être excellent. Moi, je pense que le coût avantage-risque est quand même, milite quand même en faveur de se faire accompagner, et parfois ça peut être ça, et surtout, les conseils permettent d'avoir des échanges en off avec les organes de la procédure. C'est-à-dire que si vous vous appelez le mandataire administrateur, ils vont pas vous répondre. Enfin, ou alors ils vont se cantonner d'informations très, 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 enfin, open source, quoi. Ouais. Du coup, tu as anticipé une de mes questions effectivement, sur les échanges avec, le mandataire et le fait de bah, c'est une vraie mise en concurrence. Donc effectivement, tu auras pas l'information de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté? Est-ce qu'il a une offre mieux-disante? De façon, bah, déjà officielle et j'entends même officieuse, voilà, on a peut-être des relations, mais Alors, ce qui est clair, c'est on reçoit souvent un tableau des offres. Offre 1, offre 2, offre 3, anonymisé, avec parfois le montant des prix, le montant des salariés, pour justement permettre à chacun de pouvoir, en toute transparence, augmenter les offres. Donc ça s'organise. Donc en fait, dans un processus compétitif, on essaie de faire améliorer, que l'offre 1, elle augmente, que l'offre 2, elle passe au niveau 1. C'est les jeux. Après, aussi, si vous êtes seul, bon, bah, il y a pas de mise en concurrence possible. Après, donc du coup, vous avez l'information. Honnêtement, cette pratique, elle dépend des membres des administrateurs judiciaires. Il y en a qui en disent rien, il y en a qui font des tableaux, il y en a qui, vous donnent certaines informations, mais qui sont dans l'intérêt de la procédure collective. Pas parce que vous avez une bonne tête et que vous êtes sympa, parce que globalement, c'est de leur intérêt de dire: «Bah, il y a un autre candidat, il est bien ou il est pas bien, il propose un peu plus, donc essaie de t'aligner», et pour le coup, c'est l'intérêt de tout le monde. Si vous êtes à 60 et que vous êtes en capacité de passer à 70 et à l'emporter, bah, vous aimez bien que l'information transpire un peu, quoi. Donc, voilà, donc il y a une mise en place d'un processus compétitif. Ce qui peut pas être, transmis, c'est l'intégralité des offres, sauf dans les boîtes cotées, où là, on assiste à une, transparence accrue, et on va juste parce qu'en fait, il y a un conflit de normes entre les règles de l'AMF et les règles, du droit des entreprises en difficulté, qui prévoient quand même une confidentialité, notamment en conciliation. Et donc aujourd'hui, dans les gros dossiers, on va jusqu'à publier l'intégralité des offres des candidats en prépa-accession, pour justement que l'actionnaire de la société cotée ait l'information en même temps que les organes de la procédure, pour éviter les délais d'initiés, voilà. Mais modulo, c'est ces boîtes cotées qui sont pas la majeure partie des dossiers évidemment que vous aurez à reprendre. Heu, il y a quand même une relative transparence quand même par les organes de la procédure, par ces tableaux où voilà, pour essayer d'être un peu. De matière tu as une indication, à quel point est-ce que ce milieu-là, cette, typologie de reprise est compétitive? Parce qu'évidemment, on peut être aveugle par rapport à une offre, tout ça, mais de ton expérience, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur beaucoup de sujets? Est-ce qu'il y a des spécificités sur les secteurs, les classes d'actifs ou les typologies de reprise? Honnêtement, c'est assez varié, ça dépend de la cible. Ça dépend de la cible, ça dépend de l'actif. On n'a pas parlé des actifs immobiliers, mais bon, ça fait partie, quand vous avez dit une grosse foncière ou un gros promoteur immobilier qui a 80 filiales,
bah, vous intéressez pas le même profil que si vous avez un très beau groupe de restaurants, ou vous intéressez pas le même profil que si vous avez une entreprise qui est spécialisée dans le gaz, l'énergie ou dans les EHPAD. Donc en fait, les acteurs, ils sont vraiment clairement la typologie des acteurs intéressés, ils dépendent de la qualité de la cible. Heu, Après vous avez des acteurs qui sont à peu près de vous avez donc ça c'est j'allais dire c'est les pure players. Quand vous avez un bel actif, ça intéresse du monde, c'est intéressant, faut le reporter, c'est une compétition. Et après vous avez j'allais dire les dossiers tout venant où, vous avez où franchement je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent: «Moi, qu'est-ce que» je dis: «Mais qu'est-ce que tu veux?» «Ah je sais pas, tu veux quoi?» «Dis-moi ce que tu veux». Ça peut être une boîte de service, une boîte de TP, une boîte, de chaudronnerie, une boîte, qui fait, ouais, qui vend n'importe quoi. Explique-moi juste un peu ce que tu veux. «Non, mais moi, tant qu'il y a de la renta». «Oui, bah, d'accord, mais non, mais ça marche pas comme ça». Et donc du coup, il faut commencer par profiler. D'abord, savoir combien vous avez de fonds, bah, pour être combien vous avez de fonds. 2, est-ce que vous avez des partenaires financiers qui vous suivent? Ça, il faut le ficeler en amont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre les audits, ou la fin des audits pour dire: «Ah, ouais, toi aussi tu es intéressé? Ah, moi je suis intéressé, bah, tu mets 300 000, je mets 50 000, on fait un pacte d'associés». On peut le faire, j'ai vu faire. Par contre, il faut être très, très précis et il faut ficeler ça en amont. Moi, ça pour le coup, ça se passe toujours dans mon bureau. C'est je cadre, vous êtes associés. Par contre, vous faites pas une offre, l'abeille concurrente. Ça, c'est le monde classique, mais quand vous cadrez pas le sujet en amont: «Ouais, j'ai un copain aussi intéressé, mais peut-être qu'on va se mettre ensemble, machin». Ça, vous écrire. Point d'attention, l'ancien dirigeant. L'ancien dirigeant ne peut pas être directement ou indirectement associé dans la nouvelle affaire, sauf accord du ministère public. Mais vous avez quand même des entreprises qui vont bien où vous devez intéresser l'ancien dirigeant. Soit intéresser pour qu'il se penche sur votre dossier et soit favorable aussi à votre offre, soit l'intéresser parce qu'il est très bon. Vous avez des mécanismes qui permettent d'avoir des contrats d'intéressement de l'ancien dirigeant, surtout quand il est performant, qui vient crédibiliser votre projet. Donc, ouais, je vous réponds un peu de façon éparse, mais il y a pas oui, il y a des acteurs. Il y a des acteurs qui correspondent. Il y a une offre et une demande, hein, pour le dire, simplement. Donc l'offre, elle va dépendre de la qualité des actifs et la demande, elle va dépendre de la qualité aussi des candidats. Il y a la place aujourd'hui pour de très bons entrepreneurs qui sont un peu vaillants et qui veulent prendre des risques. Est-ce que c'est un peu le même positionnement entre les cibles entre 1 million et les 5 000 chiffres d'affaires par rapport au rachat classique d'entreprise où au-dessus de 5 millions, bah, tu as des acteurs qui sont plus structurés ou plus des pure players qui rentrent dans le truc? Est-ce que c'est la taille du ticket qui configure un peu la densité de la compétition? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça parce qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, heu, heu, alors, on peut racheter de très belles entreprises à des prix qui sont très faibles. Ouais, là, je parlais du volume d'affaires. Ce qu'on a dans le M&A classique, effectivement, on parle de chiffre d'affaires, on parle de volume de cession parce qu'on sait que si on achète 5, on va devoir mettre, 1,5 de fonds propres. Donc il faut avoir 1,5 de fonds propres. Pour les entreprises en difficulté, on n'a pas vraiment cette difficulté. Donc, après en revanche, il faut avoir un peu d'appétence sur le sujet. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir quand même avoir réussi une ou 2 boîtes avant de se lancer dans le restructuring. Heu, En fait, le restructuring, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, voilà, parce qu'il faut faire un très bon diagnostic, il faut être très bon sur les RH, il faut être très bon sur la finance, il faut être très bon sur le droit, il faut être très bon sur la strat, il faut être très bon sur la vista de l'actif. Il faut accepter de prendre son risque sur un volant qui est défini. Et bon, globalement, si vous n'avez pas bleu cuir épais, vous arriverez pas à vous en sortir en restructuring. Et les grandes stars du restructuring, c'est quand même des entrepreneurs qui ont un peu d'expertise, un peu d'expérience. C'est rarement la première boîte qu'on se dit: «Ah celle-là, je l'ai vue, elle est intéressante, machin». Et c'est souvent aussi des synergies avec le plus facile, c'est quand le groupe est préconstitué. Vous avez un groupe, dans le service à la personne, par exemple, il vous manque des salariés parce que plus personne veut travailler dans ce pays. Et donc du coup, vous achetez les entreprises. Je caricature, hein, là, c'est un propos politique qui engage que moi. Mais du coup, vous faites des propositions d'entreprises qui sont en liquidation, enfin, d'associations c'est du service à la personne qui est en liquidation judiciaire. Parce que là, vous avez 200 salariés,
et c'est la première fois que je vois ça, mais vous achetez la possibilité Bien sûr. d'avoir 200 salariés qui viennent pour vous. Bon, bah, faut m'expliquer. Bah, mais du coup, eux, ils voient très bien le sujet parce que du coup, ils arrivent avec avec une bonne organisation de «t'absorber» entre guillemets une organisation défaillante parce que mal gérée, avec une organisation qui suppose effectivement une organisation. Donc ça, pour le coup, on apprend le «build-up» entre guillemets en avec, adossé aux entreprises sous-performantes. Ça fonctionne de mon point de vue très bien. C'est beaucoup moins risqué parce que vous faites vraiment, 1 + 1 = 3 quoi. Je pense qu'il y a vraiment des mois très sensibles comme là, ce que tu dis, on va se dire: «Tiens, c'est dur d'acheter, une entreprise juste pour avoir les salariés». Mais en fait, il y a vraiment un mindset qui est particulier dans ce genre d'entreprise en difficulté. Tu peux avoir des salariés qui, ça fait 2 ans, qui ne font rien, pas leur pause, parce que l'entreprise est en déclin, il y a plus de chantier, il y a plus de travail. Mais pour autant, s'ils ont, 10 ans d'ancienneté, ils attendent d'être licenciés parce qu'ils ont leur âge. Ils ont fait leurs calculs et ils savent qu'ils vont avoir une grosse prime de licenciement. En fait, même si tu viens avec un contrat dans une autre entreprise qui est Froster, qui ne voudront pas partir. Et donc, c'est toute la difficulté de reprendre, de remotiver et de recréer du lien. Et ça va être sur la partie RH, comme tu l'as dit, mais aussi aller voir des fournisseurs qui potentiellement se sont pris une ardoise et qui disent: «Ah oui, c'est une nouvelle structure, mais je vais me prendre l'ardoise de la même société. Donc, j'ai plus envie de travailler avec vous». L'image potentiellement avec les clients aussi qui avaient payé, qui avaient des avances, donc avec les livres. Donc en fait, il faut vraiment bien identifier tout ça parce que tu as la partie financière, mais tu as énormément de risques à deviner en amont. 100 d'accord, là aussi, la différence entre les candidats moyens bons et les excellents candidats, c'est que les excellents candidats, ils vont aller à la mine, ils vont échanger avec le bailleur, les fournisseurs, les créanciers, ils vont identifier les fournisseurs stratégiques, ils vont identifier les hommes clés, ils vont faire des man pack avec les hommes clés, ils vont, voilà, bon, bah, ça, pour le coup, c'est l'huile de coude, du dirigeant qui souvent est un dirigeant donc terrain, qui est pas un dirigeant, PowerPoint et à tableur Excel, ça c'est très bien, hein, mais qui va prendre sa voiture, qui va aller sur site, qui va voir l'état, qui va demander à échanger, qui va parfois être un peu offensif dans ses demandes parce qu'il va vraiment vouloir bien, 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 bien le comprendre et une fois que son diagnostic sera nickel chrome, globalement après il va voir l'intérêt d'acheter et il va avoir peu de zones donc le reflet juridique n'est pas forcément toujours représentatif de la réalité de la société. C'est quelque chose qui est très clair et d'ailleurs c'est très apprécié. C'est un peu inavouable pour les organes de la procédure, mais c'est très apprécié que les candidats soient, hyper débrouillards, aillent, parfois, aller contourner, mais voilà. Moi, donc avocat, je suis sensible à la vie des affaires, j'aime pas trop qu'on fasse ça, j'aime pas trop qu'on fasse du pillage aussi d'informations. C'est le jeu aussi. Modulo le respect des engagements de confidentialité et de pas effectivement se retrouver à faire le «mauvais fuyeur» entre guillemets, parce que là, pour le coup, votre réputation aussi en est altérée, mais si c'est pour les besoins d'une vraie reprise, moi je pense qu'il faut y aller. Et ça, du coup, vous peut le faire vraiment. En parallèle des discussions avec le mandataire et l'administrateur, on peut aller voir le dirigeant, on peut aller voir les fournisseurs. Vous devez échanger avec le représentant. En fait, qui se positionne à l'audience? Le dirigeant, l'ancien dirigeant, le représentant des salariés, les co-contractants qui sont convoqués, qui peuvent donner leur avis, alors qu'objectivement on s'en fout, mais on les convoque quand même, ils viennent. Enfin, bah, certains viennent. Le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, et les contrôleurs. Donc en fait, il faut qui a de l'importance? Bah, ça va dépendre de leur rôle, de leur, qualité. Administrateur et le liquidateur et le débiteur, c'est très, très important. C'est-à-dire que quand vous avez les 3 qui sont pour vous, après vous avez le quatrième, c'est le représentant des salariés. C'est sûr que si, ça on écoute quand même, hein, la dimension sociale et quand vous avez le représentant des salariés, si vous avez les organes de la procédure et l'ancien dirigeant, vous avez procureur. Parce que le procureur, il est quand même sensible aux enjeux sociaux en général et donc du coup, c'est un maillage pour répondre à ta question, en fait, c'est un rôle de séduction où vous devez et un rôle de compréhension. Vous devez séduire raisonnablement
proposer des choses convenables que vous tiendrez et ensuite il faut faire le bon diagnostic pour savoir si vous y allez ou si vous y allez pas. Alors moi, je pense que c'est les 2 qualités qu'on va rechercher chez un bon repreneur. C'est de pas arriver avec, la tronçonneuse, mais s'il faut utiliser la tronçonneuse, bah, vous le direz clairement, mais après, parce qu'après vous serez pas repris. Enfin, on vous reprochera pas de faire ce que vous dites. Donc, et vu que c'est nouveau, vous détourez ce que vous voulez dans le fonds de commerce, vous pouvez dire: «Moi, vous avez un magasin, je sais pas, une marque de frappe, par exemple. Bon, bah, ils ont 10 magasins, croyez-le ou non, vous avez très peu de boîtes dans le retail qui ont un suivi, un reporting analytique pour savoir quelle boutique fonctionne, quelle boutique fonctionne pas. Moi, j'ai halluciné. Mais même pour des très grands groupes, hein. Donc en fait, un DAF qui est un peu bon, il dit: «OK, donne-moi les chiffres». Bah, la boutique de Saint-Denis, non. La boutique d'Aix, bah, ouais, pas mal, on garde. La boutique qui est dans le showroom là, ouais, c'est pas mal, c'est ces petites machines à cash. Bon, bah, les 3 autres, elles sont super formidables, on prend pas, on reprend les 2 boutiques, il y a 5 salariés, on rachète le stock, la marque. Bon, fait des là, pour le coup, vous pouvez pas faire une très mauvaise opération. Et le reste que vous achetez pas, c'est le liquidateur qui le vendra ensuite de façon isolée. Donc là, vraiment, on travaille la reprise d'entreprise, hein, là-bas. Mais après, ce que vous n'achetez pas, c'est des actifs isolés qui peuvent être repris par d'autres personnes. Donc ça vient augmenter le prix, enfin, ça vient augmenter le montant qui revenait à l'utilisation initiale. Voilà, pour être un peu plus clair possible. Que du coup, finalement, le risque pour le repreneur, ça va être effectivement, bah, le montant qu'il aura proposé, qui là viendra désintéresser les créanciers, ça sera pas le cas de la procédure, plus potentiellement son montant BFR qui va mettre en jeu dans l'opération. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe si finalement ça fonctionne pas? Il a pris le risque et ça fonctionne pas. Là, on repart sur une procédure de liquidation. Enfin, c'est une société qui a repris, classique. Alors, si il y a eu un plan de cession, vous avez acheté un fonds de commerce et donc vous pouvez théoriquement, avoir droit à tous les dispositifs des entreprises en difficulté quand vous avez racheté vous-même une entreprise en difficulté. Ça, c'est pas dérangeant, alors c'est parfois problématique pour votre rotation bancaire personnelle. Bon, c'est pas non plus insurmontable, mais oui, votre risque se limite effectivement à votre mise de fonds et aux besoins en fonds de roulement. Donc, c'est pas un risque énorme en réalité, hein. C'est un peu enfin, quand on réfléchit aujourd'hui, est-ce qu'on reprend une boîte in bonus ou est-ce qu'on reprend une boîte en stress? Moi, j'ai pas de religion. Sincèrement, dans les 2 cas, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Après, il est exact qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises à reprendre. Il manque de repreneurs en France pour les entreprises, qui vont bien aussi. Après, bon, c'est sûr que si une entreprise va bien, qu'elle fait 1 000 000 € d'EBITDA, vous avez d'autres problèmes aussi. C'est comment la racheter? Est-ce que vous êtes, CERFAC, le type qui a 60 ans, c'est pas vraiment l'homme clé aussi? Parce qu'en général, bon, c'est bien de arriver avec des bonnes idées, mais en général, ça fait 40 ans qu'il tient la boutique. C'est compliqué d'arriver en disant: «Ça va plus avec moi, je vais arriver à 2 parce que je suis plus malin». C'est possible, c'est possible, hein, ça arrive, mais on a enfin, on a toujours les défauts de ses qualités. En restructuring, on a clairement la possibilité, avec beaucoup d'énergie à mon diagnostic, de faire beaucoup mieux que l'entreprise qui a sous-performé. Ça, c'est sûr. Il y a des leviers partout et un prix de cession très faible. Donc ça, c'est l'énorme avantage, c'est qu'il ne faut pas être un génie pour, restructurer des entreprises et pour les revendre après, au bout de 2 3 ans, Marmé fait de la plus-value, voilà. Ça, c'est sûr, dans tous les secteurs et aujourd'hui, avant, il y avait des secteurs qui étaient épargnés. Aujourd'hui, tous les secteurs, vous pouvez quasiment dans tous les secteurs, trouver des cibles, en entreprises en difficulté. Bon, du coup, j'entends qu'il y a une opportunité potentiellement aussi de se baquer avec des financiers, de monter un fonds d'investissement, plus un entrepreneur qui lui a de l'expérience pour aller sur ce genre de deal aussi. Aujourd'hui, en France, ouais, il y a de la place pour pouvoir le faire. Alors oui, mais c'est pas tellement l'argent qui manque. Donc, en fait, il faut pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Donc, alors effectivement, si vous avez 0 en poche, c'est sportif, mais moi je pense que là, il faut pas y aller, quoi, tout simplement. Faut pas aller sur des entreprises en distress. Mais si vous avez une mise de fonds qui est raisonnable et que, là-dessus, il faut regarder 4-5 dossiers en même temps à chaque fois. Les étudiez vous avec votre équipe
Et ensuite, au bout de 5, 10, 15, 20 dossiers, vous allez trouver le dossier qui va vous intéresser. Les fonds d'investissement, c'est pas forcément ce qui est enfin, on parle beaucoup de fonds distress, il faut des fonds distress. Moi, j'en suis pas certain. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est un appétit et c'est des personnes qui vont être, vraiment affûtées sur ces sujets-là. Et là, pour le coup, il y en a pas énormément parce que la plupart des gens sont allés un peu, benoîtement dans le M&A depuis 30 ans. Ils ont tous fait de belles carrières parce que c'était de l'argent facile et le restructuring, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus, exigeant aussi. Donc, mais aujourd'hui, je pense on a tendance à avoir un marché ici à ce niveau-là et il manque de bras plus que de fonds. C'est un diagnostic qui est trop personnel, hein, mais quand je vois la faiblesse des offres, enfin la faiblesse des offres à tous les niveaux, hein, qu'elles soient qualitativement ou quantitativement au niveau du prix, je me dis que c'est pas forcément un sujet d'argent et honnêtement. Ouais, alors, enfin, du coup, je précise un peu mon propos. Enfin, je parlais de fonds d'investissement. Effectivement, c'était plus une réunion, une association de personnes portées par le sujet, par l'intérêt Oui. de la reprise, plutôt que, effectivement, des capitaux ou autres. Mais, Oui, oui, bien sûr. j'entends. Non, mais voilà, il faut un intérêt marqué pour le sujet, ça, c'est sûr et ensuite quand vous mettez du temps, bah, il faut pouvoir se dire: «Maintenant pendant un mois ou 2, j'investis tout mon temps à blanc pour ce projet-là et je sollicite aussi un conseil au bon moment». Là aussi, bon, ça dépend, enfin, moi, j'aime pas faire qu'à de l'argent au client. Donc j'aime pas travailler pour lui, s'il y a une chance sur 3 qu'il y ait. Et franchement, moi, ça m'amuse même pas même si je facture c'est pas façon de jouer les choses sans facturer, hein, mais même si je facture, ça m'amuse pas de travailler 4 fois pour rien et de: «Non, finalement, j'y vais pas». Donc il vaut mieux que ce travail-là, vous l'internalisiez, à mon avis et qu'ensuite vous preniez l'avocat pour, faire une belle offre, échanger les zones de la procédure et faire l'audience. Bon, voilà, c'est pas ça, non, c'est pas très cher objectivement et ça vous permet quand même d'abord, de mettre les chances de votre côté. OK, top. Ouais, on a fait pas mal le tour. Moi, j'avais une question, du coup, c'est toi qui est un expert de la procédure et qui a déjà rencontré beaucoup de situations, avec le cabinet. Je sais que vous êtes aussi à la pointe de l'innovation. Du coup, est-ce que là, aujourd'hui, les règles ou le droit des procédures collectives est adapté pour toi à la situation qu'on connaît aujourd'hui, enfin, avec bah, beaucoup de défaillances d'entreprises? Est-ce que tu aurais des pistes ou des clés qui permettraient de peut-être améliorer le processus et le rendre voilà, plus efficient ou ouais, plus intéressant pour relancer l'économie? Bah, en fait, c'est souvent, c'est un droit très politique, les entreprises en difficulté. C'est-à-dire que soit vous avantagez le débiteur, donc l'entreprise, soit vous avantagez les créanciers, soit vous aussi vous privilégiez les actionnaires. Aujourd'hui, on a un droit en France qui est très, très favorable aux débiteurs. Au-delà d'un certain seuil, vous êtes obligé d'organiser des classes de parties affectées. Dans ce cas-là, ceux qui vont être favorisés, ça va être ceux qui sont dans la monnaie. C'est ni l'entreprise, ni les créanciers, ni les actionnaires, c'est ceux qui vont avoir des sûretés qui va leur permettre, quel que soit le scénario, d'être payés. Ceux-là, ils vont avoir, depuis la réforme et pour les entreprises importantes, beaucoup de pouvoir. Donc ça, il faut déjà avoir un bon diagnostic des règles d'aujourd'hui, qui sont des règles pour partie très lisibles quand vous êtes en dessous des seuils et au-dessus des seuils, mais vous pouvez avoir recours à cette nouvelle notion de classe de partie affectée de façon facultative, même pour les entreprises qui sont en dessous des seuils. Même si vous n'êtes pas hors PA, quand vous êtes dirigeant, vous pouvez casser de la dette avant, ce mécanisme n'existait pas. Donc ça vraiment, c'est un sujet qui est passionnant parce que vous pouvez imposer des abandons jusqu'à 80-90, y compris aux banques, OK, quand vous êtes dirigeant. Donc on a un droit qui a évolué, qui est devenu assez pragmatique et où, pour éviter la liquidation judiciaire, on a aujourd'hui la possibilité d'imposer des abandons de créances, à nouveau dans une logique très, 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 comment dire? Très pragmatique. Bon, si je devais changer une chose, moi, c'est à nouveau, c'est l'interdiction du dirigeant d'être associé dans la nouvelle société lorsque le dirigeant n'est pas lié à la déconfiture. Et aujourd'hui, on a de très bons dirigeants qui mériteraient d'être intéressés dans la structure de reprise et qui aujourd'hui ne peuvent pas le faire, sauf accord express du ministère public
Moi, je trouve que cette règle, elle est un peu dure. Elle n'existait pas pendant le Covid parce qu'on a suspendu cette règle pour ceux qui sont vraiment intéressés. On a permis à des grands entrepreneurs, je pense à Pierre Mestre chez Orchestra, par exemple, qui a pu racheter son entreprise quasiment, pas à vil prix d'ailleurs, mais il a fait une procédure collective et il a racheté l'entreprise qui était la sienne. Mais l'histoire est très belle parce qu'il a pu sauver énormément d'emplois, il a pu sauver son entreprise. C'est un excellent entrepreneur. Et aujourd'hui, ces règles-là, elles ont été un peu mises en suspens par le Covid. Elles mériteraient, à mon avis, de permettre aux bons dirigeants de pouvoir avoir un rôle, fut-il minoritaire, dans la structure de reprise. On a des solutions aujourd'hui avec la technique contractuelle, mais qui sont aujourd'hui objectivement un peu sournoises et qui sont totalement avouées, mais qui ne sont pas forcément au goût du public. Être clair. Est-ce que à défaut d'intéresser, le dirigeant, débiteur au capital, est-ce qu'on peut l'embaucher? Oui, l'ancien Est-ce exemple. qu'il peut te sortir un mandat social en gros directement? Mais Oui, oui, il peut être salarié, il peut pas être associé. OK, mais il peut être directeur général, voire junior chef? Il peut être dirigeant, ouais. Mais là aussi, du coup, si les dirigeants en fait, si vous demandez à un ancien dirigeant, actionnaire, salarié, parfois qui a créé son entreprise, d'être juste salarié sans, manpack, en fait, c'est pas forcément toujours très sexy. C'est son interdiction de 642.3, elle dure 5 ans. Donc pendant 5 ans, ni directement ni indirectement par un allié au troisième degré, donc même si c'est un petit cousin, on y a pensé, ça marche pas, vous pouvez pas. Après, on a des solutions à nouveau en termes techniques contractuels qui permettent, avec du croupier, avec la fiducie, avec des promesses, mais bon, c'est un peu tricky, quoi. Là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, enfin et moi j'en ai connu une de procédure collective en tant que salarié et c'est que le dirigeant, comme on dit parfois il a des compétences, il a peut-être pas toutes les compétences et peut-être qu'il y a eu un contexte défavorable, mais il a encore des compétences et possiblement encore l'adhésion de ses salariés et nous en tant qu'investisseurs repreneurs, ça va être intéressant aussi de le garder. Et aussi, je pense aussi aux dirigeants et à la difficulté, pour avoir accompagné beaucoup de dirigeants, à rebondir en fait et à reprendre confiance. Donc derrière, se redonner un peu de sécurité après, parfois des années où ils se sont pas payés. Je pense qu'ils sont pas au capital, mais ils sont contents, bah, de pouvoir avoir une chance de rebondir, quoi. Bah, moi, c'est clair que dans ces conditions, il faut toujours proposer un accompagnement à l'ancien dirigeant. Dans les modalités Moi voilà, oui, dans des modalités qui n'ont pas à être connues du tribunal, OK. qui peuvent être connues du tribunal et qui n'a pas l'obligation d'être connues au tribunal. La limite, c'est de dévitaliser le prix de cession, dans des proportions telles que ça s'apparente à une captation d'actifs indirects. On va dire autrement, si votre prix c'est 100, proposez 85 à 15 aux dirigeants, ça ne choque pas. Si votre prix c'est 100, vous le baissez à 30 et vous filez 70 aux dirigeants, Ouais. faut le faire en dehors de l'avis des conseils. Juste que pour garder la crédibilité avec les tribunaux après. Alors ouais, dans un monde économique, hein, si vous l'emportez à 30, Après c'est pas interdit, quoi. C'est un peu de l'ABS, hein? Clairement. c'est pas interdit. En fait, ce qui est interdit, c'est que on ne peut pas être associé. L'ancien dirigeant ne peut pas être associé à la nouvelle structure, directement ou indirectement. Si on démontre que l'ancien dirigeant a perçu une somme pour un conseil qui en réalité n'a pas vraiment eu lieu au détriment des créanciers de son entreprise, l'infraction pénale, elle est pas, alors elle mérite d'être explorée. Moi, j'ai jamais vu, justement. Après, vous avez quand même des sanctions, pas le liquidateur judiciaire parce qu'il l'apprend et les informations circulent assez vite en réalité. On s'aperçoit que tout le monde est en général assez bien informé, même quand on se croit plus malin. Donc là, pour le coup, le liquidateur judiciaire, il peut quand même avoir des actions. Ça peut être, l'action polienne, la faute de gestion, pourquoi pas, révéler les faits au parquet. Je pense que c'est pas nécessaire et je pense qu'il y a des moyens de le faire qui sont intelligents et qui ne permettent pas de déshabiller les créanciers qui ont quand même été plantés et quand le dirigeant a planté les créanciers et veut se refaire individuellement, bah, il ne représente que lui-même et ses intérêts propres et effectivement, ça s'apparente à un abus de bien social de mon point de vue, voire un abus de confiance parce qu'en fait, il fait un contrat qu'il a passé avec le tribunal à l'usage qui est détourné en réalité et donc à mon avis, c'est Mais ça, c'est enfin, dans l'exemple que vous citiez à 30-70, c'est, On te paierait 70, mais pour un vrai travail.
Oui, Juste parce que vous parliez de je veux dire, c'est que mais ça, je suis pas vraiment réalisé, donc ça, j'allais faire un point. tout résulte d'une négociation et de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Il y a pas de règle d'or, mais la règle, je pense, c'est que il faut partir du principe, l'ancien dirigeant peut pas être associé sous l'exception accord du parquet. Il peut être salarié, il peut être mandataire social et il peut avoir un contrat d'accompagnement de management fees pendant une durée déterminée ou indéterminée d'ailleurs, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Dans des Faut juste conditions, pas ça, dépouille les créanciers. pareil, c'est toujours pareil, là, c'est des discussions parfois qu'on encadre lorsqu'elles sont raisonnables, parfois qu'on n'encadre pas lorsqu'elles sont déraisonnables. Là, vous tournez la tête. Et à ce sujet de la gestion, de la gérance et enfin, quelle est la «réalité» entre guillemets des interdictions à gérer pour un chef d'entreprise qui vit une procédure collective? Est-ce qu'il y a vraiment enfin, qu'est-ce qu'il faut avoir fait ou ne pas avoir fait pour être interdit de gestion d'entreprise? En général, c'est les cas pathologiques. Moi, j'en rencontre quasiment jamais. Il y en a moi sur 50. Quand on accompagne des Mais il y a entreprises, des autres des gens qui s'inventent des bah, en tout cas, moi, je parle de mes statistiques. Quand on accompagne 50 ouvriers en difficulté, il y en a moins de 1 sur 50 qui est assis en sanction. Pourquoi? Bah, parce qu'on connaît les risques, on connaît les critères et on sait que soit on prend pas le dossier, soit on le prend. Quand on le prend, c'est un dossier qui est plus ou moins propre et si c'est pas tout est propre, tout est jamais très propre, mais en ce cas-là, on identifie le sujet. Typiquement, est-ce qu'il y a une comptabilité? Oui ou non? S'il y a pas de comptabilité, vous faites raser. Depuis quand vous êtes en cessation des paiements? Est-ce que c'est depuis 6 mois? Bon, il faut essayer qu'on minore. Si c'est depuis 3 ans, il y a un sujet. Quel est le montant du passif? Est-ce que c'est 100 000 €? Est-ce que c'est 15 millions d'euros? C'est pas exactement la même, est-ce que vous avez un commissaire aux comptes? Pas de commissaire aux comptes. Est-ce qu'il a fait une alerte? Est-ce que vous avez des prud'hommes, des contentieux? Est-ce que vous avez un compte courant débiteur? Est-ce que vous avez du compte courant? Combien vous payez? En gros, nous, on fait un filtre au laser et en général, quand il y a un sujet, moi, je l'identifie, je le traite et si j'arrive pas à le traiter, j'en parle. Et de cette façon-là, on peut aussi en parler avec un mandat préventif, aux organes de la procédure qui sont après saisis comme administrateurs ou mandataires judiciaires et qui ont eu un rôle contractuel de conseil avant du dirigeant. Et moi, j'aime bien cette technique-là. Quand il y a un niveau de risque faible, on passe par un mandat hoc ou une conciliation, on évoque le risque en séance et après le risque, il est sous-pesé aussi par rapport au beau côté du dossier. Donc après quand on a un escroquatoire, bah, après chaque cabinet a sa pratique. Nous, on n'accompagne pas sur la procédure collective, sauf sanction. Voilà. On récupère à la sanction si vous voulez, mais parce que moi j'ai un rôle très local et je peux pas, d'avoir sur 20 dossiers, 5 escrocs et 15 bons dirigeants parce que sinon, je peux pas m'engager comme je le voudrais sur les 15 dirigeants parce que ma crédibilité est affectée. Mais après c'est très personnel. Non, ma question avait un sens, enfin, j'en croise beaucoup et en fait, en ayant et qui ont vraiment de très belles valeurs et qui ont cette inquiétude parce qu'il y a un vrai flou autour de ça. En fait, en gros, c'est si on n'est pas un gros margoulin et qu'on fait pas des grosses erreurs en conscience et des gros abus, parce que comptabilité, on peut avoir une comptabilité, hein, mais bon, Honnêtement, peut-être plus ou moins propre. moi sur ces questions-là, je le fais pro bono, mais quand il y a des dirigeants qui veulent évaluer le niveau de risque d'une sanction, je suis capable de l'évaluer à 95% de chances de succès. Sans prétention. En tout cas, dans les tribunaux où j'ai pied, où il y a pas de En quelques questions mais en casse question, j'ai mon niveau de risque. OK, bon, ça va. Sans problème. OK. Bien, Ben, on a fait le tour. bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Super intéressant. J'aurais adoré partager des GV, mais malheureusement, je suis retenu à côté. Donc, voilà, si vous souhaitez échanger, moi, je suis à disposition, très très amicalement, hein, il y a pas de problème. De toute façon, ils ont les coordonnées du cabinet dans le programme. Je vais me mettre sous carte, si vous voulez en faire des photos, n'hésitez pas, vous m'envoyez envoyer un texto et après si vous voulez échanger, moi il y a pas d'obligation, mais si vous avez un sujet de reprise, et que vous souhaitez des questions, c'est pas du racolage, hein, n'hésitez pas, vous je serai enchanté moi de travailler sur des dossiers intéressants et des gens sympas. J'ai mes cartes qui sont je peux mettre les bonnes cartes. Ouais, t'inquiète pas. J'ai fait exprès de prendre des cartes, mais tu reviendras, ce sera intéressant. Bon, merci, les humains.